et j'ai pas chargé les bandes annonces. Je me disais qu'il manquait un truc. J'étais en train de déconner avec mes machins. Là, c'est rigolo et tout. Tu paraissais pro sur le moment et tout, et voilà. Mais oui, mais c'est ça. Mais comment on va faire sans bande-annonce, enfin? Non, mais alors elles sont prêtes. On va les chanter. Je ne les ai pas chargées dans le cartouchier, c'est tout. Je t'en prie. Non, vraiment, c'était une idée à la con. Oublie tout de suite. Alors, dans la bande-annonce de Love and Monster, il y a les Kings. Donc, vous pouvez Ah. Ouais, moi, tu ne dis pas laquelle, comme ça chacun chante une chanson différente des Kings et on verra qui a raison à la fin. On verra qui a raison. Qui gagne. Bon, ben on va voir tout de suite qui a raison. Lola, la la ba la ba Lola. Bonjour et bienvenue dans Certain Lama Show, l'émission qui hallucine les films à la sortie et même bien au chaud à la maison. Aujourd'hui, des monstres, de l'amour, de la drogue et des dénonciations calomnieuses. Un très beau programme. Mais avec nous pour en parler, une équipe de choc. Avec nous, celui qui est encore dans le trip de la semaine dernière. Je sais pas ce qu'il a pris, mais... c'est chaud, Madame Claude. il est encore dedans. C'est Thierry. Salut Thierry. Salut connard. Bon, j'espère qu'il va redescendre pour la semaine. Là, on va le laisser un peu respirer. Ça va Thierry? Vu le film qui a été un des films qui a été sélectionné ce soir, je suis pas encore redescendu, non? T'es pas encore redescendu. Elle adore les monstres, tous les monstres, chaque monstre qui soit à poil, à tentacules, avec des crocs, des ailes de chauve-souris ou autre. Chaque fois qu'elle en voit un, elle ne peut s'empêcher de s'écrier. Oh, choupette. C'est Léo. Salut Léo. Salut. Curieusement, elle est la seule de l'équipe à aimer recevoir des lettres anonymes. Oh, j'en ai une, ouais. C'est Jess. Salut Jess. Salut, bonjour à tous. Et t'es pas obligé de dévoiler mon courrier comme ça, hein? Ah, écoute, on dit tout, on est transparent dans cette émission. Oui, c'est vrai. Parle pour toi. Oh, ça vanne, oh là là. Je ne suis pas transparent, je suis opaque. Tu es opaque. Oh là là. Tu m'en diras, attends. La blague niveau primaire, j'adore. C'est ça. Alors, je voulais utiliser ce... Oh, j'en ai une, ouais. Dans un autre contexte, mais quelqu'un m'a fait remarquer que... Excusez-moi, cette blague est éculée depuis les années 2000. Du coup, je l'ai pas fait. On a même des anciens invités ici, c'est génial. C'est génial. Oui, c'est un sample de la semaine dernière, ok. Voilà, oui. Donc, je tiens à prévenir notre invité que tout ce qu'il pourra dire, enfin, que tout ce qu'il dira pourrait être retenu contre lui ou déformé et sorti de son contexte durant l'émission suivante. Voilà, je te préviens. J'y compte bien. Tu y comptes bien. Voilà, donc tu es prévenu. Maxime de la 3e rangée, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous, et merci de m'accueillir ici, chez moi. Merci de m'accueillir chez moi, c'est la première fois que je peux dire ça. Tu es bien installé dans ton salon, c'est bon? Écoute, j'ai pas de salon. Les joies de l'intermittence. Bon, j'ai plus ou moins un salon, mais je suis installé dans ma chambre. J'ai un 3 pièces, tu sais quand même. Ça paye. C'est super joyeux. Bon, ben, nous sommes partis sur 3 heures sur le statut d'intermittent. C'est le bon moment, je pense, que pour en parler, vraiment tout le monde a envie d'entendre parler de ça en ce moment. Et durant l'émission, je me mettrai à poil avec la peau d'âne aussi pour militer. Et bon, ça va beaucoup trop loin et nous ne parlerons pas d'intermittence. Et on est content d'être en distanciel. Exactement. Voilà. Et d'être en audio surtout, parce que vous ne voulez pas me voir à poil. Non. Non plus. Désolé. Non. Aujourd'hui, un très beau programme, je vous l'ai dit. De l'amour et des monstres avec Love and Monster de Michael Matthews sur Netflix. De la drogue avec The Wave 2019 de Jill Clabin sur Outbuster and Prime Video. Et oui, c'est sur plusieurs plateformes. Incroyable. Et un classiquissime. Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot sur la Cinétech. Et aussi en VOD, hein. Mais bon, ça... voilà, en achat. Comme beaucoup. Comment? Et aussi en achat physique. C'est ça, des chats, des corbeaux, il y a toute la ménagerie. Consommer ces films. C'est Laïka qui regarde le film. Elle a bouffé le corbeau.
exactement. Un très beau programme cette semaine et on commence tout de suite. Where have you been, Joel? Amy, I love you. I'm gonna come find you. The day of the monster uprising was the day I lost everyone. Only a small fraction of humanity survived and moved underground. I've been scanning for Amy the entire time. And now I finally found her. Joel! Hey. Joel! Amy, is that you? Oh my god! Hey! How far away is Amy's colony? 85 miles. It's an impossible journey. Everyone will try to kill you. Don't fight, just run and hide. Ah, okay. Oui, alors je l'ai pas mise en entière. Ah bah c'est bien, ils ont mis Elden et Love the Night, au moins c'est la preuve que c'est pas très original quoi qu'il arrive. Ouh là 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 là. Ta vanne d'entrée. Love and Monsters de Michael Matthews, 1h45 sur Netflix. Un film post-apo teenager où Joel survit dans un abri anti-monstre, car oui, c'est l'apocalypse. Les monstres géants occupent la surface de la Terre et ont tué à peu près 95% de la population humaine. Et les quelques survivants se terrent dans des abris souterrains. Mais Joel en a marre d'être enfermé. Il est le seul célibataire de son abri et il décide, après l'avoir retrouvé, de partir pour l'abri de son amour de jeunesse, enfin son amour de jeunesse, de son amour d'avant l'apocalypse, la belle Amy, qui est réfugiée elle sur la côte. Mais pour cela, il va devoir voyager durant 7 jours à la surface, exposé aux multiples dangers et aux monstres géants prêts à le boulotter. Arrivera-t-il jusqu'au bout? L'amour sera-t-il plus fort que les monstres? Pour le savoir, il faut regarder Love and Monsters. Alors je n'ai pas dit aussi, il y a Dylan O'Brien dans le rôle de Joel le héros et Jessica Henwick dans le rôle de Amy. Voilà. C'est drôle parce que tous les noms que tu cites depuis tout à l'heure, je trouve qu'ils sont autant passe-partout que le film. C'est-à-dire que Michael Matthews, pour moi, c'est un peu invente un monde américain, Michael Matthews. Et du coup, ça donne un peu le même résultat que le film, je trouve. Invente un film avec des monstres vite fait, là. Et hop, ça donne le film, j'ai l'impression. Ouais, Maxime, tu trouves que c'est pas super original comme film, c'est un peu passe-partout? Ben, c'est pas tellement que c'est pas super original, parce qu'il y a quand même quelques idées un peu intéressantes, mais ouais, je trouve que en fait, les idées sont pas exploitées assez au bout, quoi, et qu'il y a une ambiance, une atmosphère globale qui est un peu molle, quoi. Le film est un peu en retenue, et du coup, je trouve que ça le rend un peu passe-partout. Alors même qu'il avait tous les attraits pour ne pas me plaire à la base, et que je trouve le début plutôt satisfaisant, l'espèce de ton un peu buddy movie qu'il y a au début, je trouve ça plutôt agréable. Mais il faut dire qu'au bout d'un moment, je me suis assez vite ennuyé, pour être tout à fait honnête, notamment parce que bah voilà, quand il sort à la surface, c'est d'une laideur et d'une... banalité absolue, c'est-à-dire que ça fait un peu l'effet contraire du confinement pour nous. Lui, il a été confiné pendant des années, et quand il est confiné, ça a l'air plutôt cool dans son petit baraquement, et on se dit que comme nous, quand il sort, il peut se confronter à un nouveau grand monde, plein de choses qu'il a connues, qu'il a oubliées plutôt. Et là, il se confronte à plein de choses qu'il ne connaissait pas, mais qui sont finalement toutes les plus banales les unes que les autres, c'est-à-dire des personnages que j'ai trouvé un peu stéréotypés, et des monstres que j'ai trouvé particulièrement pas beaux, moi. Ouais, alors il faut dire qu'il est en semi-confinement, parce que quand il sort, il n'y a pas de terrasse de café ni de cinéma. C'est vrai. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors, normalement, on a un spécialiste des chiens-chiens, Marwan, qui n'est pas là, parce que le film, il y a un chien. Le héros rencontre un chien. Mais voilà. Mais du coup, je me tourne vers une de nos spécialistes des monstres, Léo. Moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Bah, c'est des monstres gentillets, on va dire. Oui, alors c'est un film qui a rempli exactement toutes les attentes que j'avais pour lui. J'en attendais pas forcément grand-chose, et je trouve qu'il fait le taf tout à fait correctement quelque part, pour un film qu'on peut voir sur Netflix. J'ai trouvé ça très mignonnet.
avec l'espèce de sous-texte pseudo-écologique derrière qui était pas forcément, qui était pas désagréable, on va dire. Les monstres, effectivement, ont rien de très intéressant, mais je les ai pas trouvés laids, par contre. Moi, ils faisaient très générique, quoi, on va dire. En fait, c'est pas un monstre, c'est un gros scarabée. Juste des gros trucs qui existent déjà. Bah oui, mais c'est l'idée, en fait. C'est le principe de l'histoire, en fait. Mais du coup, le monster du titre me semblait un peu surévalué. Bah, le monstre, ça peut être tout et n'importe quoi. Un monstre peut être humain. Il n'y a pas de définition précise. Donc, en tant que tel, c'est des monstres. À savoir quel est le monstre du film. Et attention, spoiler alert, c'est pas vraiment les monstres gigantesques et affreux, mais plutôt l'homme. Et c'est pour ça que je trouvais le film pas trop con, dans le sens où déjà sa quête, c'est la quête de l'amour, comme on a vu 3000 fois déjà, a l'intelligence de ne pas faire du personnage féminin quelque chose de trop niais, et j'ai trouvé ça pas trop désagréable, on va dire, même si ça me passionne pas plus que ça, ce type d'histoire, soyons clairs, et a du coup aussi l'intelligence de ne pas faire des monstres l'antagoniste principal aussi. Après, ça se regarde très bien, je pense que c'est un film familial qui passe très bien un soir où on sait pas trop regarder en famille, Donc oui, enfin voilà. Pas plus emballé que ça, mais finalement il fait le taf tout à fait correctement. Okay. Moi je rejoins, si je peux rebondir, je rejoins complètement Léo là-dessus, c'est que si je le remets un peu dans son contexte film Netflix, on sait pas trop quoi regarder, on est dans un cinéma un peu entre guillemets popcorn comme on aime bien dire. Moi je trouve qu'il remplit en fait tout ce qui nous annonce, tout ce qui nous dit. Après oui c'est sûr, on n'est pas, moi c'est pas les créatures, les monstres qui me dérangent, c'est plutôt la simplicité. On a pris tous les clichés des personnages un peu type qui marchent bien ces dernières années, avec ce ton, cette narration bien. Je crois qu'on a perdu le bot. Ouais, Craig est parti, on va le rappeler. Ouais. Now recording. Donc je reprends, je sais plus du tout ce que je disais, mais tout va bien. Je disais que voilà, c'était plutôt le côté écriture assez simpliste au niveau des personnages, au niveau de la narration. C'est quelque chose qui est très... moi, j'aime bien dire ça, genre petit film faussement geek qui du coup plaît beaucoup ces dernières années, même si on en a un peu soupé. Donc, en ce sens-là, je trouve pas ça particulièrement original, mais j'ai passé un très bon moment. Moi aussi, je suis très toutou dans les films. Donc, j'étais assez fan de celui-là, je vais pas mentir. Et il est super, hein. Il est trop bien. Ouais, il a une alors, le point toutou. C'est le meilleur acteur du film. Point toutou, quoi. Oui, il était parfait dans le film. Après... je trouvais justement plutôt l'esthétisme des créatures assez intéressant, puisqu'on est dans genre une retombée chimique qui a transformé des insectes ou des je sais pas, on peut dire crabes ou autres, peu importe, les insectes, les insectes, les amphibiens, au sens large, et amphibiens et compagnie. Les mollusques aussi. Des mollusques. Et je trouvais ça justement plutôt intéressant, parce qu'encore une fois, on est dans un film plutôt tourné effectivement famille, donc on n'est pas, on peut en rire, tout comme se sentir quand même un peu repoussé par moi perso j'ai horreur des insectes, franchement, il y en a 2-3, j'étais là non mais là non. En plus ils veulent faire mal au toutou, donc non, au double non. Mais Dylan O'Brien, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. Oui, non, c'est trop grave. C'est-à-dire que je suis pas une grande fan de la série des films Labyrinthe, mais après, il fait le taf. Hein. C'est lui. Non plus. Oui, voilà, c'est lui. Et tu vois, toi aussi, tu te rappelles qu'on s'en foutait déjà quand on l'avait vu et que c'est pour ça qu'on s'en rappelle ça. Ouais, mais en fait, je me disais tout le long, mince, il me fait penser à quelqu'un. Au début, je me suis dit, il ressemble un peu à Andrew Garfield, dommage pour lui. Et après, j'ai tilté que c'était le gars, du coup, de Labyrinthe que j'ai dû entrevoir 1 fois et demie, je pense. Et par film, hein, j'ai dû au total, je crois qu'il y a 3 films, j'ai même pas dû en voir la moitié d'un entier, je sais plus. Mais c'est bien pour la sieste, on va dire. Mais bon, mais là, en l'occurrence, Love and Monster, moi, j'ai passé vraiment un très bon moment, fin de journée, un peu fatiguée, tu mets ça,
c'est exactement ce à quoi je pouvais m'attendre. C'est très bonne enfance, on peut dire ça un petit peu comme ça, et voilà, toutes les promesses que te dicte le film, qui sont pas des enjeux surdimensionnés, hein, moi je trouve qu'il il remplit les cases, donc ça me va. En soi, ça me va. Je suis pas devant du grand cinéma, mais je suis devant un très bon divertissement. Yeah. Et alors Thierry, t'avais l'air remonté contre ce film, t'avais pas l'air très content, toi. Toi, t'étais pas chaud pour le divertissement familial. Mais toi. c'est même pas ça, moi ça fait longtemps que j'ai pas été méchant, enfin ça fait genre une semaine, tu vois, et j'essaie de me soigner un peu, mais à chaque fois vous me réinvitez. Je vais dire une phrase, je vais la développer, mais je vais laisser un petit temps pour qu'au moins Jess, à mon avis, hurle derrière, peut-être vous. Hein. Moi j'ai détesté le chien. Oh. Alors, est-ce que tu as détesté le chien tout le temps ou seulement les parties où il était en CGI? Non, j'ai détesté le chien tout le temps, mais en fait, c'est pas le chien que j'ai détesté, c'est l'idée du chien. C'est ce côté, on a un héros qui a tellement pas de charisme, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche? Bon, on va lui mettre un toutou! Ça m'a énervé! Parce que oui, c'est mignon, mais justement, ça essaie trop de jouer à cette case-là, c'est du sidekick qui est mignon, quoi. Et ça m'a énervé parce que c'est de la flemmardise. En fait, ce qui m'a vraiment... Ah oui, complètement. Le film est flemmard sur tout ça, oui, on est d'accord. Mais oui, non, voilà, c'est oui, ça. Pas que sur le chien, mais c'est pas grave, quoi. Du coup, voilà, ça m'a agacé parce que j'étais là en mode, ah ouais, non, on l'a mis là pour que je le trouve mignon, pour que je dise, oh, mais le film était quand même bien, il y avait un toutou. Et ça, je veux plus tomber là-dedans, c'est hors de question, je me laisse avoir par ça, tu vois. Mais en fait, surtout le problème, c'est que on parle du moment où, les méchants, c'est pas les monstres, et ci et ça. Enfin, c'est au bout d'1h20 de film, quoi. Qui a enfin un climax et qui se passe un peu un truc. C'est au bout de la première minute qu'on te dit que les méchants, c'est les. Oui, c'est mais pas bon, les le monstres, moment où c'est on les développe humains. vraiment ce truc-là et qu'enfin ils font un remake de Dragon, tu vois, qui donne un petit intérêt à ce qu'on voit, c'est vraiment. Enfin, il faut attendre tellement longtemps. En fait, je trouve qu'il ne se passe rien. C'est une espèce d'exil dans du vide, en fait. Et j'attendais, moi, qu'il se passe un truc parce que. Contrairement à ce que disait justement Maxime tout à l'heure, moi les monstres je les trouve pas moches, donc j'étais là bon, au moins on va voir ça, voyons voir le design. Le problème c'est que quand ils apparaissent et que le héros les confronte, ça dure 3 demi-secondes et demie et pof, la situation est déjà résolue. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que du coup je trouvais, à part le fait qu'il faisait ces espèces de narration orale là, pour expliquer à la personne qui allait rejoindre ce qu'il vivait, j'étais là sort-nous des enjeux un peu, quoi. Et ouais, c'est surtout quoi, en fait j'avais aucun point d'accroche et quand on me dit justement, alors ce que tu disais Jess, du coup, alors je dis ça sans attaque, mais moi ce postulat du le film qu'on regarde un petit peu pour se détendre et on n'en exige pas grand chose et on s'amuse devant, le petit samedi soir sur Netflix, enfin le dimanche soir plutôt sur Netflix, parce que le samedi généralement on est en bar quand c'est ouvert, en fait ça m'emmerde ce constat-là. Je me dis même de ça on pourrait quand même espérer un petit peu mieux que juste un truc formaté, relissé, ressucé. Et d'ailleurs, même Netflix, dans ses grands moments, il en a pas souvent, mais il en a, peut proposer des choses un peu plus originales que ça. Là, le souci, c'est quoi? C'est ça coche des cases sans grand intérêt. Bon, que le héros n'ait pas de charisme et qu'il soit froussard tout du long, ça me dérange pas tant que ça. Au contraire, on peut jouer là-dessus, mais du coup, on s'accroche pas à lui et on s'accroche au clébard. Ce qui fait chier, parce que oui, il est mignon. On croise Michael Rooker 2 minutes pour te dire t'as vu, Michael Rooker toute sa carrière ne jouera que des sages qui croiseront le chemin du héros un peu gentil, un peu méchant. Non, merde. Et je sais pas, quand il rejoint, voilà, oh là là, il y a des grands méchants, il y a une scène d'action avec des plans sympas. J'ai trouvé que le climax avait 2-3 plans sympas, sauf que c'est expédié en 5 minutes et ensuite on repart, quoi. Et voilà, mis à part le fait que quand il arrive et qu'il rejoint l'objet de sa quête lui dise j'en ai rien à foutre, casse-toi de l'autre côté. J'ai trouvé ça très cool. Et ça me fait super plaisir. Mais j'aurais bien aimé que ça apparaisse bien plus tôt, quoi, et qu'on raconte autre chose après. Tu l'as pas vu arriver, ça. Enfin, elle lui dit pas casse-toi, hein. Non, mais entre grands guillemets, quoi, mais il y a un côté justement, il y a un côté justement romance non sur des rails, même si ça l'est quand même un petit peu, mais avec ce côté c'est pas le héros qui sauve la princesse, quoi. Et ça, j'étais là en mode c'est bien, ça détourne un petit peu le truc. Allez dedans, quoi, montrez-moi quelque chose. Même justement le postulat sur les monstres, comme je disais, le remake de Dragon entre grands guillemets, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus développé, en fait. Je trouvais que c'était tout très en surface. Alors certes ça va divertir, mais on l'aura oublié demain, quoi.
Ouais, alors bon, juste à préciser que bon, alors, c'est pas un film Netflix à proprement parler, parce que ça devait pas. C'est en salle, c'est un film Paramount, et bon, il paraît qu'il y a un truc que les salles sont fermées, je crois, un truc comme ça, qu'on peut pas mettre les films au cinéma. Bon, bref. Moi, je sais pas, je vais plus au cinéma, c'est trop cher, donc bon. Voilà. Ça, j'avoue que ça exploité au cinéma, alors. Oui, ça c'était fait pour le grand écran. D'accord. Et ouais. Et alors, c'est vrai que. Bah si, parce que ça aurait attiré vachement de monde. Hein. Oui, si. c'est clair. Ça aurait fait un box-office très correct. Hein. Ouais, je suis sûre aussi. Ah oui, bah clairement, pour avoir quand même pas mal travaillé dans des salles de cinéma, c'est typiquement le genre de film qui a fonctionné. Et Dylan O'Brien a une sacrée fanbase, donc en plus. C'est ça. Ok. Une ado fanbase, mais une fanbase quand même. Non, d'ailleurs, on en reparlera au prochain film, au troisième film, mais dans le genre film qui coche des cases, il y en a un autre dans la sélection qui est plutôt pas mal. Oui. Le corbeau, c'est pas gentil. Non, lui, il écrit des lettres, il coche pas des cases. Alors, j'entends les arguments contre, et en plus, je les ai vus, je les ai notés, je les ai sur ma feuille. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un film qui manque beaucoup de personnalité, qui repompe énormément, effectivement, parce que tous les éléments qui sont là, on les a vus quelque part quasiment. J'ai envie de dire que presque la seule originalité, c'est au lieu d'avoir pris des zombies, il a pris des monstres géants, enfin des animaux géants qu'on voit plus si souvent que ça. Donc du coup, on voyait ça dans les vieux films. Moi, je pense aux monstres attaquent la ville avec les fourmis géantes et tout. C'est des fourmis, c'est pas des monstres, hein, pour reprendre. Voilà. Il y a que moi qui aime pas les fourmis, apparemment. Non, mais donc, mais cet univers-là, moi, je le trouve très cool, même si évidemment, on a plein d'images. On pensait à Michael Rooker, qui joue le sage. Moi, il me faisait penser à Woody Harrelson dans Zombieland. Il y a aussi la petite badass qui me faisait penser qui me fait penser. Ouais, j'ai eu un doute. J'ai vu la petite badass qui m'a fait penser à la petite badass dans Peninsula. Je me suis demandé si elle avait pas une voiture téléguidée à un moment pour vérifier. On a le héros qui vit dans un abri nucléaire, un abri souterrain, qui va devoir sortir pour explorer le monde extérieur ravagé. Ça fait furieusement penser à Fallout, par exemple, au hasard, tu vois, ce genre de synopsis. D'ailleurs, à un moment, on croise un robot super sympa et tout, qui fait penser à des robots de Fallout aussi. Donc il y a d'ailleurs, moi je trouve que le robot a plus de personnalité d'ailleurs que le héros. C'est assez problématique peut-être ou pas. J'aimerais voir un spin-off sur le robot. C'est pas vrai, non. Apparemment, n'écoutez pas. C'était pour déconner. Il y en aura un sur HBO Max, t'inquiète pas, ou Paramount Plus. Voilà. C'est ça. Et voilà, il y a plein de refusés comme ça. Et pourtant, j'aime bien parce que je trouve ça sympa, je trouve ça léger. Je trouve pas que ça veut absolument en mettre plein la gueule. Bon, même si effectivement il y a des trucs qu'on a vus 1000 fois, mais je trouve que au contraire, je trouve pas qu'il se passe rien. Je trouve que l'enjeu est léger, certes, la raison est futile. Le mec, ok, il va traverser le pays pour aller voir son amour. Très bien, c'est un enjeu. Voilà, voilà. Il se passe des trucs puisque il va tel jour il va rencontrer un monstre, tel jour il va rencontrer autre chose. Ce sont les péripéties du voyage. Moi j'aime bien, il y a des situations qui sont un peu variées, il tombe sur un monstre un peu différent, il tombe pas 3 fois sur le même monstre. Donc ça je trouve ça sympa, on a un bestiaire qui est varié quand même, mine de rien. Les animaux quoi. Les animaux du monde finalement. Oui. Il y en a qui se fatiguent pas à ça dans leurs films de monstres et moi je trouve que c'est plutôt cool. Moi j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le truc, et même si évidemment il n'y a pas de surprise, j'ai passé un très bon moment dessus. Voilà. Après il faut dire aussi que un peu avant dans la journée, j'avais vu Cosmic Sin aussi sur Amazon Prime, donc peut-être que mon échelle de valeur a été rebaissée. Ça c'est possible. C'est le truc avec Bruce Willis là. Oui, c'est Bruce Willis et des gens morts de l'intérieur. Ouais. Bruce Willis quoi. Oui, voilà. Ah oui, déjà. Je crois que j'ai jamais. En parlant de Cosmic Sin, je crois que j'ai jamais vu un film d'action filmé aussi mollement. C'est incroyable. Bon bref, déjà filmé. Regarde ce qu'il a fait ces 10 dernières années, tu verras. Oui. Mais bon, oublions ça. Bon bref, moi j'ai passé un bon moment sur Love and Monsters. Et est-ce que je me permets juste, est-ce que vous trouvez que, moi je trouve que ça surfe vraiment un peu sur les codes de Zombieland en fait.
mais ça ressemble énormément à Zombieland. Entre le ton, la narration, les règles de survie, etc., j'ai trouvé que ça y faisait vachement penser. Et je pense que c'est peut-être ça. Héros loser. Voilà, je pense que c'est ça, moi, qui m'a un petit peu attachée, parce que c'est devenu un petit cliché, hein, mais qui fonctionne, qui, en tout cas, sur moi, fonctionne bien. Même si je rejoins Thierry dans le fait que, oui, je suis d'accord avec toi, on en a un peu marre de voir ça. Enfin, mais je trouve qu'en fait, ça fait le taf, donc je peux pas lui reprocher, en fait, ce qu'il me livre, quoi, tu vois. En fait, moi, ce qui m'a surtout agacé, parce que j'ai eu bien conscience quand j'ai vu le film que j'étais pas forcément la cible, en fait. Et en soi, ça me pose pas de souci, et il suffit de contextualiser, de me dire, ok, voilà, enfin, une fois que moi j'ai passé mon appréciation première, pour qui c'est, et même en y réfléchissant, je me suis dit, ouais, bah, l'adolescent qui en moi qui aurait vu ça, bon, peut-être parce que j'ai pas été élevé au même genre de film dans mon adolescence, et du coup c'est difficile de me projeter comme ça, mais j'ai même pas l'impression que ça m'aurait satisfait sur ce point-là, donc je me disais, bon, visiblement, ça passe en fait. Mais je me disais, ouais, est-ce que même les jeunes vont trouver qu'il y a une espèce de petit souffle épique, un truc qui les accroche, quoi, tu vois, et c'est un peu dénué de tout ça. Même un truc très simple, mais qui aurait été plus accrocheur, m'aurait plus sans souci, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si, je pense qu'il aurait bien fonctionné. Pardon. Espérons. Et oui, mais nous sommes vieux, et nos jeunes ne sont pas là ce soir, donc tant pis, nous ne le saurons pas. On va passer sur un film peut-être un peu plus adulte. Voilà, peut-être que si par les jeunes tu entends Ellie, je suis pas certain qu'il l'aurait apprécié. C'est pas sûr. Non mais Ellie, c'est Benjamin Button, ok. On en a déjà parlé. Mais il n'est pas là ce soir, donc tant pis. Peut-être un film un peu plus adulte, avec un peu plus de peps, peut-être, avec peut-être un peu plus psychédélique. Peut-être que c'est ça qui t'a manqué, Thierry. Je vous propose de passer au film suivant. Nous étions au bord de la plage, et maintenant, surfons sur la vague. Joli. From a complete stranger. That's it. I don't know what happened. You all right? We need to find the guy from the party. We need to find right now. Give me back my drugs! The universe is trying to tell you something. Pay attention. You still think you're on drugs? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Pardon. Dès que j'entends l'électro, pardon, excusez-moi. The Wave de Jill Clubbin avec Justin Long dans le rôle de Frank, un avocat prometteur qui, la veille d'un rendez-vous très très important, va sortir avec son collègue de bureau, Jeff, joué par Donald Faison, et oui, le Turk de Scrubs, et oui, forcément, on y a tous pensé. C'est Turk Forever. Turk Forever. Et durant la soirée, il va prendre un truc qu'il fallait peut-être pas prendre, un puissant hallucinogène. C'est surtout qu'il fait confiance en n'importe qui, c'est imbécile. C'est ça. C'est-à-dire qu'en soirée, il prend un truc qu'on lui tend, voilà, c'est un puissant hallucinogène qui va lui pourrir la vie, et le lendemain va être vraiment très terrible, enfin, va vraiment être terrible à négocier, et ça va même chambouler toute son existence. Oui, parce qu'est-ce que même le lendemain sera-t-il vraiment un lendemain? Et oui, un film psychédélique, en articulant ça sera mieux. Un film psychédélique, un film avec de la grosse musique, un film avec des couleurs flashy, un film avec des hallucinations, des montages et des transitions audacieuses. Est-ce que c'était de la bonne, chers amis? Qui veut commencer? Oh, le silence, commencez pas tous. Qui a envie de commencer? Ah ben Léo, tiens, tu rigoles, voilà, ça sera pour toi. Ouais. Je vais pas avoir forcément d'avis. Ou alors je vous laisse réfléchir un peu en vous disant que c'était un film qui a été projeté au PIF 2019. Oui. Voilà. Bah oui, j'allais te dire, c'est un film de festival. Il coche toutes les cases du festival. Tu veux dire des trucs méchants, même ta voix t'en empêche. Non, mais en plus, j'ai pas détesté ce film du tout, mais vraiment, il coche toutes les cases du film de festival. C'était pas un bon film, mais elle a bien aimé. Tu peux mettre le sample si tu veux, Thomas. C'est vraiment pas un bon film, mais moi j'ai bien aimé. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà. Je sais même plus de quel film je parlais à ce moment-là, c'est terrible. Un film pas très beau, mais que t'as bien aimé. Bon. Ça arrive. Oui. Ah mais oui.
Ça m'arrive souvent en plus. J'aime bien les mauvais films. Bon, donc c'est un film c'est un film qui coche toutes les cases du film de festival. C'est pas facile à dire. Exactement. Donc c'est les tribulations d'un pauvre type coincé dans sa vie, totalement sans intérêt, quoi. Petit boulot qui l'intéresse plus, femme qui l'intéresse plus, machin, et qui du coup va trouver une sorte d'échappatoire dans une soi-disant folie, donc là en l'occurrence la drogue. Bon, il y a quelques moments sympas visuellement, on va dire. Ça se laisse regarder plutôt facilement, mais c'est tellement dans les clichés que ça m'a saoulée. Les personnages féminins, on n'en parle même pas. Je pense que ça, c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus saoulée entre Comment ? Les quoi ? Les personnages féminins. Les quoi ? Il y avait des personnages féminins dans ce film ? Ouais, voilà. Ben, on les voit à peine et c'est des clichés, quoi. Enfin, entre la femme qui est forcément casse-couille, merci, comme si on l'avait pas déjà vu 3000 fois, et l'espèce de donc celle qui est jouée par Sheila Wand, celle qui est un petit peu sa fille rêvée, enfin je sais pas comment on peut expliquer le truc, qui n'existe, enfin qui n'a aucune épaisseur, très clairement. Moi j'aime beaucoup l'actrice en plus, donc c'est très dommage, mais voilà. C'est pas un mauvais film, ça se regarde bien, c'est bien fait. Les moments un petit peu de transe psychédélique sont bien foutus, c'est assez joli, les acteurs sont bons. Mais franchement, un peu ras-le-bol de genre de film, quoi. Aïe. Jess, t'es d'accord avec Léo ? Ouais, je suis assez d'accord avec Léo dans le sens où par exemple, enfin déjà Gilles Clabine, c'est un mec qui a fait pas mal de vidéos du DJ entre guillemets Steve Aoki, et je trouve que ça se ressent complètement en fait dans l'utilisation de la musique et compagnie, et dans le trip aussi un peu psychédélique. Moi, je l'ai senti très rythmé, très musique électro, en fait, dans le film, ce qui généralement ne me dérange pas. Là, en l'occurrence, j'ai essayé pendant un long moment de me reposer sur deux choses. Le fait que j'adore Justin Long, mais je trouve que c'est un rôle qui est quasiment taillé à sa mesure, très franchement. Je trouve que c'est une zone de confort pour lui. Et j'ai essayé de me baser un peu sur la technique, puisque je trouvais le montage et la lumière hyper intéressant. Donc, je me suis un petit peu mis là-dessus, sauf qu'en fait, voilà, c'est très cliché. Enfin, les personnages en fait autres même si Justin Long je le trouve cliché, je veux dire le vendeur, le dealer, il est on ne peut plus cliché. Effectivement, la femme qui est casse-couille, au bout d'un moment, ça va bien aussi, quoi. C'est toujours un peu, voilà, encore une fois, des trucs qu'on retrouve partout. Et en fait, du coup, moi, ça me sort du trip halluciné. J'ai l'impression qu'il sait pas vraiment non plus où il veut en venir. Et je sais pas, en fait, ça m'a pas plu que ça. Ça m'a pas totalement déplu non plus. Bon, l'expérience technique, encore une fois, je suis d'accord. Mais par contre, pour le reste, ça fait un peu souffler qui retombe pour moi, quoi, très franchement. Aïe. Je crois même que Craig n'est pas content d'avoir de ce... Il est encore parti. Il est là. Now recording. Voilà. Donc je sais plus ce que tu disais en dernière phrase pour dire que c'était... Pas ouf. Oui, je disais que, encore une fois, pour l'expérience technique et visuelle, j'avais trouvé ça pas inintéressant, mais que pour le reste, et ce que le film essaie de dire, de montrer, en l'occurrence, pour moi, ça faisait souffler qui retombe. J'ai utilisé précisément ce terme. Voilà. Donc Craig, là, maintenant, c'est bon, il l'a enregistré, on l'espère. Craig, le maudit. C'est ça. Coupera-t-il la parole à Maxime ? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Maxime, toi, t'en as pensé quoi ? Est-ce que toi aussi, tu trouves que c'est un soufflet qui retombe ? Je pense qu'il est l'heure pour moi de faire part d'un peu de mauvaise foi, parce que je pense que c'est un film qui mériterait de recevoir exactement les critiques que j'ai faites au film précédent. Et pour autant, il y a des choses qui m'ont plu, déjà parce qu'il a le mérite de faire 25 minutes de moins, je crois, que Love and Monsters, et c'est pas négligeable. Ensuite,
Ensuite, parce que effectivement, comme le disaient Jess et Léo, il y a quand même des idées visuelles de mise en scène qui sont quand même pas loin d'être moches. Moi, je trouve aussi des fois un peu kitschouilles, mais qui servent un propos, en tout cas qui servent une mise en scène, une intention. Un propos, ce serait peut-être trop de lui attribuer cette valeur-là. Mais je trouve que de par le fait que le film soit un peu condensé et qu'il ait voilà, quelques petits moments d'épiphanie visuelle, que ce soit principalement par le montage, j'ai trouvé quelques séquences de transition, parce qu'il y a cette espèce de notion de voyage dans le temps avec lequel le personnage est confronté avec la drogue qu'il a pris. Et je trouve que dans tout ça, ça marche pas si mal. Après, effectivement, j'ai pas assez d'arguments pour contrer ce que vous disiez sur les personnages un peu attendus. Mais je trouve que voilà, dans une notion de film de festival, j'imagine effectivement très bien me le projeter dans un festival et au milieu d'un espèce de morosité ambiante, me dire ah tiens, celui-là était vraiment sympa. Je doute pas que j'aurais pu vraiment tomber amoureux de ce film sous la fatigue de 8 heures de séance ou un truc comme ça. Là, dans un contexte à la maison, c'était un peu plus nuancé, mais pour autant, j'ai quand même bien aimé, notamment parce que, vous l'avez dit aussi, les acteurs interprètent plutôt bien les quelques trucs qu'ils ont à interpréter, et que voilà, les scènes d'action marchent pas trop mal, quoi. Et je pense notamment à la course-poursuite en voiture, là, que je trouvais un peu sympa. Après, voilà, c'est pas un film qui mérite trop d'éloges non plus, quoi. Thierry, feras-tu des éloges à ce film? Moi, je boude. Bon, bah, c'était Thierry. Merci Thierry. Thierry. Dire ça. Mais moi, j'ai vu plein de On choses passe au en fait, film dans suivant. ce film, donc je suis triste. Non, mais Thierry, il est très film de festival, Thierry. Oui, peut-être. Enfin, de festival de genre. Enfin, quoique, rappelle-toi, Gérard May, on m'a quand même décerné le prix du gros râleur. Hein. Mais Ouais, mais on n'était pas en salle, on était devant le. bah, là aussi, j'étais pas en salle. Mais tu sais, on s'était disputé la semaine dernière. Quand on avait déterminé la raison pour laquelle on n'avait pas vu justement au pif, comme tu l'as si bien cité, c'était parce que tu avais pas mal insisté. Faut dire ce qui est. Je dis pour que nous allez allions au pif voir si le vous voulez, Makoto mais Shinkai. Moi, je vais voir Makoto Shinkai. Il y avait Weathering with You, enfin, il y avait les enfants Voilà. du temps qui passaient en avant-première avec Makoto Shinkai en plus qui passait faire coucou. Donc j'ai dit non mais pif ou pas pif, j'y vais quoi. Il y a pas de, enfin voilà. C'est ça. Et voilà. Et moi, je t'avais dit ouais non, il y a le pif, j'ai envie de rester, mais finalement, je t'avais suivi pour qu'on puisse faire l'émission ici et ça. Eh ben, franchement, je regrette, hein, parce que moi, les enfants du temps m'ont gentiment ennuyé, mais celui-là, non. Alors, par quoi je commence? J'avoue qu'il y a une zone de facilité qui est quand même assez flagrante, et que moi, le Justin Lin est totalement perdu universe, j'aime bien. C'est facile, ça marche. Ce que j'avais dit à Jess, la dernière fois que je l'avais vu dans un truc comme ça, c'était dans Tusk de Kevin Smith, où il joue un mec qui se fait coudre par un médecin pour devenir un morse. Oh là là, j'aime bien quand Justin Lin est dans des situations accadabrantesques et qu'on sait pas trop ce qui va lui arriver, parce que il joue bien cette espèce d'ingénu con qui va se laisser porter par les événements. Et on l'a bien vu dans Die Hard 4. Oui, alors ça a été une tentative ratée d'ailleurs, tu vois. À partir de là, il s'est quasiment mis à faire que de l'indie, que des trucs comme ça. Mais cela dit, dans Die Hard 4, Justin Lin, c'est son frère jumeau. Non, c'est pas gentil. Justin Long. Justin Long. Oui, en effet. Mais voilà, on ne compare pas Justin Long avec le gars qui réalise les mauvais Fast and Furious. Donc désolé si j'ai fait ça. Justin Long, donc. J'aime bien ce monsieur. La preuve, j'aime bien son nom. Non, mais tu adores Fast and Furious, vu. tu peux l'avouer, tu peux nous le dire, c'est bon. Y a pas de... Le 7. Voilà, avec Jason Statham. Je sais pas si je sais même pas si c'est le bon chiffre. Oui, enfin bref, tout ça. Le 9 qui arrive, ils vont aller dans l'espace et tout, vas-y. Mais ils ont intérêt à aller dans l'espace. Sharknado. Faut quand même bien qu'il y ait une plus-value à ce truc, hein. Pour voir Vin Diesel cabotiner pendant 3 heures, hein. Si les bagnoles vont pas dans l'espace, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à regarder ça? Bref. Bon, Justin Long, donc. Justin Long, voilà. Bon. Une intro très longue pour Justin Long, voilà, ça c'est dit. Oui, voilà, enfin donc bref, tout ça pour dire que moi j'aime bien ce mec, et du coup forcément je suis peut-être un peu acquis à sa cause assez facilement. Je suis très content de revoir Donald Faison, et non, pour moi ce sera pas Turk Avi. J'aimerais bien justement que le public puisse le détacher de ça pour que le mec ait la carrière qu'il mérite, parce que c'est un bon acteur. Et mais c'est Turk.
Non. Par contre, il est vrai que malheureusement, oui, on peut pas considérer qu'il y ait des personnages féminins dans ce film. Ce qui ne me dérange pas dans le cas de sa femme, mais je vais m'expliquer. Ce qui me dérange par contre aussi dans le rôle du pseudo-intérêt amoureux nul, qui est juste une espèce d'oasis pourrie, à laquelle il se rattache sans qu'on sache trop pourquoi, juste parce qu'elle était là au bon moment, au bon endroit, quoi. Et que c'est un peu là, tiens, regarde, cette nana, elle est là. Ah, ok, cool. Ah non, mais non, c'est plus que ça. Parce qu'en plus, on apprend un truc à la fin du film, en fait, elle était pas juste là. Oui, mais bon, bref. C'est mal amené, quoi. Mais bon. Ah oui, ça. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté très rythmé du film. Je trouve que le film ne démord jamais, il tient sa promesse en fait de film qui te tire en haleine, qui t'en fout plein la gueule, qui constamment justement joue avec ses effets. J'ai trouvé ça plutôt beau, et pour un film qui a un tout mini budget, ça a une sacrée gueule, quoi. Je veux dire, c'est quand même bien plus sympa que beaucoup de trucs qu'on voit. J'ai cherché justement le budget. Tu as une idée Pas spécialement, mais vu comment il avait été distribué, enfin, en tout cas, ça sent pas non plus le gros truc, quoi, tu vois. Oui, parce que pour continuer à taper sur Love and Monsters, c'était quand même 30 millions de dollars, Love and Monsters. Enfin voilà. Et en fait, alors même si c'est une lecture qui est cliché, qu'on a déjà vue, et que oui, en effet, ouais, tu vois, ça revient à ce qu'on disait sur Love and Monsters, moi ça me dérange pas spécialement de voir un truc que j'ai déjà vu si la façon de me le montrer est efficace. Je vais pas m'y attacher plus que ça, mais je vais être content d'avoir vu un truc qui au moins a tenu sa promesse. Je trouve qu'il y a une lecture de l'American Dream qui moi m'a bien plu en fait, et qui atomise pas mal cette pensée-là. Alors c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, évidemment. Mais voilà, là j'ai bien apprécié, justement, et c'est pour ça que le personnage de sa femme m'a pas dérangé, parce qu'en fait j'ai vu tout ce qui était autour de ce personnage dans sa vie, bien rangé, bien à chier, on va dire ce qui est, comme des réceptacles en fait. Le réceptacle, bel écran, belle bagnole, belle maison, belle femme, elle cible ça en mode voilà, c'est bon, t'as atteint l'American Dream, tu es le parfait pourri, parce que l'American Dream à l'heure actuelle c'est juste écrase les autres pour exister, c'est plus la promesse de l'égalité pour tous comme c'était avant. Et là, clairement, on est sur cette représentation-là, quoi. Le gars a certes tout réussi, la preuve, il réussit encore plus maintenant, en écrasant absolument tout le monde. On sent qu'il est pas tant d'accord, mais qu'il s'en fout aussi un peu. Enfin, c'est le parfait connard, en fait. Et le film atomise tout ça jusqu'à justement nous dire, alors je dis ça spoil un petit peu, mais sans spoiler, parce que je cite pas la scène, jusqu'à dire que justement, cet American Dream, il faut pas il faut pas le renier, et il faut pas dire non, je ne veux pas de toi, on va te détourner. Il faut juste l'exploser littéralement en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié. Le côté pseudo-rédemption qui n'en sera finalement pas une. On offre quelque chose d'assez sale au personnage principal. Et histoire de dire, à un moment, tu vois, si tu commences à prendre cette voie, on va peut-être un peu t'éclater parce que ça suffit, quoi, justement, de jouer sur ce genre de truc. Je pense pas que le film ait une immense prétention politique, mais je sais pas pourquoi, je me suis laissé embarquer dans cette lecture-là, et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié le film. Il se rapproche un peu, je trouve, du début de Vivarium, qui était sorti l'an dernier, là. Ouais, sauf que Vivarium, c'est à des milliers de kilomètres en termes de qualité. Pour moi, c'est dans le sens contraire, tu vois. Ouais, je serais plus du côté de Thierry aussi. Ouais. J'avais pas trouvé ça. Au niveau de l'intelligence, non, parce que, tu parles de la femme. Oui, mais c'est une histoire qui a déjà été racontée 10 000 fois. Le côté la petite vie parfaite, sauf que des fois c'est bien mieux dit. T'es pas obligé d'avoir une meuf casse-cou. Là, oui, c'est ça. Oui, alors il y a quelques. Moi, je trouve que oui, dans le message, il y a une petite ironie qui est glissée comme ça, où effectivement il dit franchement, les cons qui se sont fait endetter, que je couillonne avec les contrats, c'est leur faute, ils avaient qu'à pas hypothéquer leur maison pour s'acheter un écran plat, alors que évidemment deux scènes avant, il s'engueule avec sa femme parce que ils doivent reporter le paiement de l'hypothèque parce qu'elle veut s'acheter une robe et qu'ils peuvent pas parce que lui-même s'est acheté un écran plat. Bon, effectivement on a ça, mais quand même la morale de l'histoire, moi je trouve que c'est quand même c'est bien d'être gentil, c'est pas bien d'être méchant, quoi. La fin du film, je l'ai un peu perçu comme ça. Ah oui, le film n'a pas plus de prétention que ça, clairement. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus de messages dans Love and Monsters qui cherchaient pas spécialement à en mettre. Voilà. avec le message écologique, tout ça, les jeunes sont l'avenir. Message plus d'actualité, en tout cas, comme Vivarium, il a un message bien plus d'actualité, avec des personnages qui sont bien plus dans l'actualité que The Wave, qui est un truc qui est déjà vu depuis les années 80, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que moi j'apprécie beaucoup la forme, et je pense que c'est un film qui m'aurait réveillé pendant un festival, je pense.
Surtout avec la musique. Je pense que dans une salle de cinoche, avec cette musique-là, on a entendu les basses, hein, les trucs. Je pense que ça, en plus, en général, on est au premier rang. On est à la 3e rangée, tiens. Voilà. Pour faire une dédicace, on est très souvent, vers la 3, 4e rangée, à peu près, dans ces eaux-là. Parfois la 2e même. Donc, en général, on se prend les basses en pleine gueule. Et c'est le genre de film qui m'aurait bien réveillé. Mais après, ouais, je trouve que après, j'aime bien ces effets genre filtre violet fluo par moment. C'est un peu kitschouille, hein, mais ça un marche. poil kitschouille, ouais, mais ça marche. Mais justement, ça fait penser à cette vague de jeux 80s qui sont là avec ces couleurs-là aussi. Qui ou à la arrive. vague un peu de films et de séries de ces dernières années, parce Voilà, que c'était bien les années 80. Bon, on est Oui, sur c'est la ça, fin ouais. de la vague, mais bon, ok. Mais j'aime bien, il y a des transitions comme ça. Alors évidemment, en plus, évidemment, il y a des voyages dans le temps. Voilà, on vous spoil un peu, il y a des voyages dans le temps. Il va dans le présent, dans le futur. On ne sait pas si c'est des hallucinations ou pas, par contre, mais bon. Ce qui fait que, il y a un scénario un peu à trous et on fait un peu ce qu'on veut. Ce qui fait que, bon, voilà. Mais du coup, ouais, le film s'intéresse plus à son rythme, à ce qu'il montre à l'écran que peut-être à ce qu'il veut raconter, j'ai l'impression, et à son scénar. C'est plus... Ah oui, clairement, il est beaucoup plus soigné sur la forme que sur son fond, que j'aime bien, mais qui malheureusement reste un peu en suspens, quoi. Donc voilà, ce qui fait qu'il peut sonner, il peut sonner un peu creux, voilà. Et une fois qu'on a vu l'esthétique, effectivement, après derrière, il manque un peu, quoi. Bon, ça reste quand même un film cool, quoi. Moi, après, j'ai passé un bon moment également. Oui, c'est pas non plus désagréable, hein, mais bon. On n'a pas transcendé, quoi. Ça ne vous a pas transcendé. Vous êtes difficile ce soir, je trouve. Je boude. Parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Les recos, ben oui, c'est à chaque fois. Mais alors, le film avec Bruce Willis. Mais donc voilà, on va parler du prochain film, donc Cosmic Scene, bien sûr que vous avez tous vu. Bien, bon. La vague vous a laissé sur le rebord, tant pis. On a bu la tasse, pardon. Voilà, vous avez vu. Ah, la vague a bu la tasse. Oh là 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 là. Ce n'était pas un tsunami, tant pis. Un peu on comme va les tous méchants faire, hein. pirates de Love and Monsters qui boivent aussi pas mal la tasse quand même. C'est ça. J'ai pas dit, enfin si je l'ai dit dans l'intro, mais je le redis quand même pour la pastille du film, si vous êtes allé directement pour Love and Monsters, le film est donc disponible sur Outbusters, c'est pour ça qu'on en parle, et également sur Prime Video, également si vous n'êtes pas abonné à Outbusters, que voulez-vous, si vous n'avez pas de goût, c'est votre faute, mais comme dirait Thierry. Exactement, je dis voilà, allez le voir quand même sur Outbusters, ça mérite bien plus votre abonnement. Mais plutôt que vous brûler les yeux sur Comic Scene, sur Cosmic Scene, allez voir ça. Donc oui, allez, après les monstres géants et la drogue, on va passer à la délation. Mon voisin se drogue. Ouh, c'est affreux. Ouh, c'est pas beau. Le corbeau. C'est elle le corbeau. C'est faux. C'est ignoble. La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas toujours tenu entre les mains. Qu'est-ce que vous dites? Vous osez m'accuser? Vous avez tenu la couronne. C'est vous qui avez mis la lettre. Moi? Mais Vous avez découvert quelque chose sur le corbeau? Toute la ville peut être infectée. Eh bien. Que? Non, rien. Au revoir. Au revoir. Dites donc, au fond, le corbeau, c'est peut-être vous? Le Corbeau, film d'un jeune réalisateur, Henri-Georges Clouzot, jeune réalisateur puisque c'est son deuxième film en tant que réalisateur, et oui, film de 1943, français, en langue française, mais sous-titré en allemand pour ceux qui le souhaitent, c'est même pas une blague. Ouais, c'est vrai, ouais. Vu le j'ai bugué contexte dessus, du je me film, suis je dit. trouve ça honteux. C'est bizarre, pourquoi il n'y a pas les sous-titres en français? Puis je me suis souvenu que c'était français, et je me suis sentie très bête. Ouais, mais c'est vrai que pour les Marie, malentendants, moi, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Moi, je me suis dit, mais attends, mais ils m'ont pris pour une Allemande ou quoi? Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que je comprenne la production continentale et donc les fonds allemands qui étaient dans le film? C'est ça. Oui, alors oui, c'est ça qui est très, c'est ça le sel du truc. C'est quand c'est un film qui parle de délation, et de lettres anonymes en 1943 pendant l'occupation, et c'est produit avec des fonds allemands. C'est merveilleux. On parle de ce film, Le Corbeau, car il fait partie de la sélection du mois de la Cinétech, une sélection épistolaire.
Et donc, dans Le Corbeau, l'histoire donc d'un petit village troublé par une vague, ben voilà, on revient dans les vagues, hein, comme quoi, une vague de lettres anonymes qui dénoncent les mœurs pas très dans la ligne, hein, pas très catholiques de certains membres de ce village, et notamment le docteur Rémi Germain, interprété par Pierre Freinet, qui est très très souvent la cible de ces calomnies. Mais disent-elles toutes vraies, ces lettres ou pas? L'enquête est donc menée pour retrouver l'auteur de ces lettres, le fameux Corbeau. Un film, donc on l'a dit, noir et blanc, en français, avec des bonus en plus, des bonus très sympas. On a la présentation par Chloé Follens qui a écrit une biographie d'Henri-Georges Clouzot. On a aussi une présentation de Noël Herpe qui est écrivain, historien du cinéma et cinéaste. Et aussi on a une interview d'archives très sympa de Lina au cinéma ce soir, avec une interview d'Henri-Georges Clouzot et Suzy Delair sur les acteurs, notamment sur Henri-Georges Clouzot et sa manière de filmer, de tourner, que je vous conseille au passage si vous êtes sur la Cinétech. Un film sombre sur l'ambiguïté morale, enfin sombre, à vous de nous le dire. C'est bon, c'est en noir et blanc, t'exagères. C'est en noir et blanc, c'est surtout ça. Mais pas si sombre que ça, parce que Clouzot il est pas si sombre que ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Qui veut commencer par mener l'enquête? Qui se dénonce le premier? Maxime, est-ce que tu veux commencer? Eh ben, écoute, je peux. Moi, Le Corbeau, c'est un film que j'avais déjà vu il y a quelques temps, que j'ai revu pour l'occasion, et qui m'a séduit une deuxième fois, puisque globalement, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai pris un certain plaisir à revoir et à réaimer, du coup. Parce que on parlait d'efficacité tout à l'heure avec The Wave, mais je crois que plus on avance dans les films, plus on gagne en efficacité de la mise en scène, parce que celui-là pour moi est une espèce d'ode à l'efficacité du cinéma presque, tant chacun de ces plans, de ces séquences, chacune de ces péripéties est minutée minutieusement pour que ça soit au maximum de l'enquête. En fait, ça crée pour moi tout ce qui va être le sel de ce que va faire Clouzot par la suite, c'est-à-dire des films policiers avec une intrigue vraiment des plus passionnantes, policiers, je sais pas d'ailleurs, mais en tout cas des films, à intrigue. Et celui-là, je trouve que c'est, en plus avec ce que tu racontais tout à l'heure, le contexte historique qui entoure ce film, je trouve que celui-là a une aura particulièrement intéressante, et que je ne saurais que le conseiller de multiples fois à ceux qui ne l'auraient pas vu encore. Alors, petite précision tout de même historique. Alors, certes, c'est un film de 43. Alors, il n'est pas assez fou pour avoir fait directement un film sur la délation et sur la dénonciation des Juifs pendant l'occupation. Bon, voilà. C'est inspiré d'une affaire de fait divers, l'affaire des lettres anonymes de Tulle. C'était l'œil du tigre, qui sévissait entre 1917 et 1922. Voilà, d'ailleurs, il y a une formidable émission, un formidable numéro d'Affaires sensibles, l'émission de France Inter sur l'œil de tigre, qui est présentée par Fabrice Drouel avec sa voix magnifique, qui raconte justement l'histoire du fait divers original, et pour compléter le visionnage du film, je trouve que c'est une super idée d'aller écouter ça. Ouais, et pour continuer un peu la remise dans le contexte, effectivement, Oui, donc Jess. cette affaire des lettres anonymes de Tulle, en fait, ils cherchaient, enfin la presse, tout ça et tout, cherchait une affaire à se mettre sous la dent parce qu'on sortait du procès Landru, qui avait été du coup excessivement populaire, et du coup ils sont tombés sur ce fait divers. Et du coup, oui, c'est aussi pour revenir après sur vraiment le film de Clouzot, c'est quand même un film qui a fait qu'il s'est retrouvé banni pendant 4 ans à peu près comme réalisateur en France. Il a pas eu le droit en fait de continuer à faire ça, et puis ça a été levé en 1947 du coup
par le ministre de la Jeunesse, des Arts et des Lettres. Mais moi, je connaissais que ce contexte-là, en fait, au film, d'un point de vue plutôt histoire du cinéma, pour le coup. Et c'était le seul Clouseau que je n'avais pas vu. Donc, j'étais super contente de pouvoir le voir. Alors, grosse découverte, tu vois. Et là, waouh, quoi. Enfin, je te rejoins complètement, Max, parce que enfin, comme tu dis, chaque plan est une nécessité cinématographique, Oui, c'est ça, presque, j'ai envie de dire. Et avec en plus une histoire, une tension, un suspense, un jeu dans les vers et dans les personnages qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. C'est une pépite. Je suis super contente que du coup, Claque, en fait, m'ait permis de voir ce film très sincèrement et de compléter ma filmo, si je puis dire, de Clouseau, quoi. C'est là notre métier. Claque, je les aime aussi pour ça. Désolée, j'étais très pressée d'en parler vite fait juste pour dire ça, donc je vais couper l'herbe sous le pied à tout le monde. Je suis désolée, je me tais. mais oui, mais il est merveilleux. Et on peut rappeler le contexte aussi. Alors, il avait été aussi mal reçu aussi par la critique à l'époque parce qu'il était considéré comme un film pro-allemand, curieusement. Parce qu'il était interprété comme un film qui monte. Alors déjà, il était payé avec des capitaux allemands déjà, hein, voilà. Déjà. Ça fout mal. Voilà. Ben oui, mais bon, les réals sont partis. Reste que toi, tu veux bosser, voilà, t'es sous l'occupation, c'est eux qui ont le pognon, voilà, tu fais comme tu peux, quoi. Et ça a permis à des jeunes réalisateurs d'émerger d'ailleurs à l'époque. Mais surtout, ouais, c'est ça, il était perçu comme un film qui exposait la veulerie, la sournoiserie, anti-français, ouais. Voilà, le petit français comme ça, qui envoie des lettres anonymes comme ça. C'est bien de la part d'une France qui pensait que toute sa population avait été résistante, ça tient. Voilà, mais ça a été perçu comme ça, et après l'opinion a changé quand même relativement vite après, mais voilà, c'était la première perception qu'il y a eu du film, ce qui explique sûrement en partie l'interdiction. En question. Que quand aujourd'hui on nous apprend encore que tout le monde a été résistant, j'imagine que la perception de l'époque était encore plus dans ce sens-là, quoi. Tout le monde devait se sentir résistant, peut-être à garder son bout de saucisson et pas le donner aux Allemands. Ça peut-être pour certains c'était de la résistance. Du coup, j'imagine qu'il a pu être mal reçu à l'époque. Ouais, par la résistance et la presse communiste. Ouais. Oui, en plus. Ah ben tiens, alors voilà, nos résistants communistes de l'équipe. Il nous reste Léo et Thierry qui n'ont pas parlé, donc la résistante et le communiste. Mettez dans l'ordre que vous voulez. Tu veux commencer ? On peut être les deux, hein. Oui, on peut être les deux, clairement. Ça peut être les deux. Allez, Thierry. Oui. Moi, je vais pas résister à grand chose. Moi, j'ai kiffé, donc ça va, tu vois. Ouais, c'est assez fou. En fait, c'est vrai que je vous rejoins tout à fait sur l'efficacité de mise en scène. En fait, il y a pas un plan qui est à côté, tout est ultra calibré pour que justement, ce soit ultra fluide. Ça passe constamment. Les dialogues sont tellement savoureux, en fait, et on passe son temps à se prendre à cette espèce de jeu d'enquête, ce Cluedo là dans la rue, et qui ne lâche pas son suspense. En fait, je trouve ça assez fou de se dire que on a vu des ersatz au final de ce genre de film depuis très très longtemps. C'était de toute façon en 43, c'était pas forcément quelque chose qui était excessivement original, justement les films enquête comme ça qui jouaient peut-être pas avec les pistolets, mais en tout cas qui jouaient justement sur les faux semblants, sur plein de secrets, sur des enquêtes à tiroir. Mais malgré le fait que du coup après ça, j'ai vu énormément ce genre de film et que j'aurais pu ne pas être surpris en me disant juste ah oui, en effet, c'est original pour l'époque, mais moi ça ne me fait rien. Mais je me suis quand même fait avoir comme un bleu. Nous, on essayait justement de comprendre qui pouvait être le corbeau, on mettait nos suspicions un peu partout, on sortait des petits trucs. Il y avait des moments où on se disait, on n'était pas loin de la bonne piste, mais juste après, un élément nous disait que, ah bah non, c'est pas du tout ça. Et du coup, ouais, je trouve qu'en fait, il joue avec son spectateur avec un brio qui est vraiment, vraiment rare, en fait. Et il joue aussi de thématiques sociales, il joue de plein de choses en fait, de la pression des riches, de beaucoup de trucs qui me font penser aussi, c'est ce que je me suis dit au sortir du film, que voilà, même malgré tout le respect immense que j'ai pour ce grand monsieur qui est Claude Chabrol, on en a parlé il y a pas longtemps, j'aurais adoré voir l'enfer réalisé par ce mec, parce que ce gars comprend vraiment tout, je trouve, au groupuscule de village, à la formation d'émeutes, à l'hystérie collective, et tout est dans ce film en fait, c'est ultra condensé,
Et on peut vraiment le décortiquer scène par scène en se disant putain mais il parle de tellement de choses. Et oui, et le contexte, comme vous le disiez, est fou quoi. Le fait que le mec sorte ça en 43 et éclate un peu à la gueule de ses concitoyens, ce qu'ils font tous en réalité, c'est assez brillant. Je disais communiste pour déconner, il a quand même réussi à placer pression des riches. École Chabrol. C'est vrai. Léo. Oui, bah que dire de plus? Comment aborder ce film? Enfin, c'est tellement presque une perfection cinématographique. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Enfin, alors pour le coup, je trouve que l'enquête est, pour revenir sur le côté plus enquête déjà, le premier degré du film, l'enquête est bien menée, on est toujours en tension, on essaie de comprendre ce qui se passe, même si, d'un point de vue pragmatique, tu comprends ce qui se passe quand même assez vite. Parce qu'il y a des choses qui sont impossibles sinon. Donc c'est pas tellement une surprise et c'est pas forcément ça qui est intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est comment chaque personnage est caractérisé et joué à la perfection, que ce soit comment expliquer ça, enfin comment dès les premières minutes du film il y a certaines caractéristiques des personnages qui sont montrées et comment tout est cassé petit à petit et comment chacun chaque comment dire création, enfin comment la manière dont chaque personnage s'imagine finit par être cassé petit à petit. Dans le film, c'est passionnant d'un point de vue psychologique, mais aussi et surtout ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'humour. J'ai beaucoup ri pendant ce film. Les dialogues sont absolument délicieux. Il y a des citations qui sont incroyables et surtout comment il s'appelle le personnage du docteur en chef, on va dire, il se croit dans une pièce de Shakespeare, c'est assez rigolo, et il envoie des trucs qui sont totalement incongrus, mais tellement drôles et intelligemment placés, c'est un véritable plaisir, et chaque plan, enfin, ça a déjà été dit, mais chaque plan est absolument au millimètre, quoi. Il y a un travail sur le surcadrage, un travail sur les miroirs, un travail sur la lumière, un travail sur le contraste qui est juste mais imaginez que c'est son deuxième film, c'est juste totalement fou, quoi. Oui, alors après il avait déjà bossé sur des films, il était souvent scénariste, si je me souviens bien. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en réel c'est son deuxième. Et oui, il y a un gros travail notamment sur la lumière. Oui, parce que justement on est entre l'ombre et la lumière, parce qu'il joue énormément sur l'ambiguïté morale de ces personnages qui cachent tous quelque chose. Ils ont tous un cadavre dans le placard, ces personnages-là. Et donc, ils craignent tous le corbeau, bien sûr. Et ce que j'aime aussi, c'est l'ambiance, parce que finalement, on a les lettres, mais c'est pas bien de les lire, mais on les lit quand même. Et puis, il y a une ambiance de suspicion. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on les croit, est-ce qu'on les croit pas? Mais la pression, la suspicion, la rumeur qui tourne comme ça dans le village, qui est un personnage même à elle toute seule. C'est un cliché de dire ce genre de truc, et pourtant là on le constate. Mais oui, non, je trouve que c'est remarquable. Alors je reviens pas, voilà, encore la force des plans, j'en revenais pas de voir ce film qui est si clair, si fort, quand on voit la caméra qui passe dans la foule, qui a une présence alors que c'est juste des figurants. Mais il y a tellement, ce village est tellement là, tellement présent. En plus, tout est tourné en une ou deux prises. Le jeu est remarquable, parce que le texte est remarquable et que les acteurs sont bons, ils ont bossé, mais tout est fait en deux prises. Clouseau, je le sais, alors j'ai pas de mérite, je le sais parce que j'ai vu l'interview, j'ai vu les bonus avant. mais il disait que ouais, il prend en deux prises, parce que si en deux prises, si c'est pas bon, c'est qu'il faut tout refaire, quoi. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Et donc c'est comme ça, c'est dans l'énergie, il y a toute une ambiance, toute une cohérence en fait dans ce film. Moi je rajouterais un truc pour convaincre peut-être un spectateur qui serait un peu intrigué par le fait d'aller être plongé dans un film qui peut être aussi ancien. C'est l'anecdote sur le fait que le corbeau, c'est aussi le nom qui a été donné du coup à ce type de personnage, et plus particulièrement récemment dans l'affaire Grégory, et qui a eu un peu sa hype sur Netflix quand le documentaire est sorti. Et il y a même des scènes du film qui sont citées dans le documentaire Netflix, qui sont citées visuellement, quoi. Il y a des extraits dans le film. Et en fait, je trouve que entre l'imaginaire
qu'on a de ces affaires-là réelles, en fait, tous les faits divers qui peuvent nous tourner autour, tout ce qu'on sait déjà de ça, malgré tout, on a beau être nourri de tout ça, il y a quand même une fascination dans le film. En fait, je trouve que le fait que ce film-là ait lui-même nourri les faits divers qui nous ont eux-mêmes nourris, il y a comme une boucle qui fait que, en fait, c'est presque... Si on a de la fascination pour ce genre de choses, comme ça a pu être le cas pour l'affaire Grégory au moment de la sortie du documentaire, en fait, on ne peut que tomber dans le plaisir de regarder ce film, parce qu'il y avait déjà tout dans ce film-là, quoi. Et on a l'impression même qu'il a nourri la réalité, quoi. C'est ça que je trouve complètement fou. Exactement. Mais ce que j'apprécie beaucoup, en fait, c'est aussi le jeu. On parlait justement, c'est intéressant de faire le parallèle sur ce qu'on disait avec The Wave, sur les personnages qui manquent de consistance. Et en fait, ce que je trouve très très intéressant dans le film de Clouzot, c'est que plein de personnages qui nous apparaissent simples en réalité et qu'on se dit ok, ça c'est un personnage qui sera très fonctionnel, en fait voilà, dévoile des couches au fur et à mesure que le film avance. Et ce qui fait qu'au final, chacun est très animé de complexité. Et je trouve que sur un film qui fait à peine une petite heure et demie, il arrive à développer énormément de choses. Enfin, de toute façon, ça a été dit, mais moi ça m'a vraiment marqué. Preuve de l'efficacité, quoi. Ouais. Ouais, il y a une incarnation des personnages. Ah, pardon, excuse-moi. Justement, je revenais un peu sur un truc que tu voulais dire en plus, que tu as dit tout à l'heure. Mais vas-y, je parlerai sur l'incarnation en fait des personnages et justement sur cet humour dont tu parlais tout à l'heure. En plus, cette espèce de dissonance avec ce personnage du coup du docteur qui est glacial à souhait et qui des fois en devient presque, comment dire, un peu guignolesque quelque part. Ouais. Et du coup, c'est la définition des personnages est hallucinante, et ce dès les premiers instants en fait. Tu sais tout de suite à qui t'as affaire, le ton est donné et c'est bluffant, quoi. Vas-y, tu peux. Vas-y, non mais oui, totalement d'accord, les acteurs sont fous, et je voulais revenir sur 2 points que j'ai trouvé vraiment géniaux dans le film. C'est déjà la modernité avec laquelle il parle d'avortement, et de manière assez frontale quand même dans ce film, ce qui est fou. On commence par ça d'ailleurs, c'est génial, c'est fou. Et deuxièmement, la manière dont il arrive à à rendre compte de la métaphore du corbeau, l'animal en tant que tel, dans l'un des premiers plans du début où on voit les gamins en file qui finissent par s'éparpiller comme une grappe d'oiseaux, je sais pas comment on dit, un truc d'oiseaux qui s'envolent une fois qu'ils sont libres, et l'image finale avec cette femme habillée en noir qui part tel un corbeau, et je trouve ça tellement poétique, tellement beau, c'est fou. Voilà. Je te rejoins complètement. Le corbeau d'Henri-Georges Clouzot. Encore une fois, le film qu'on a tous aimé, du coup, on est tous très courts. C'est ça. Mais c'est ça. C'est très difficile de parler d'un film qu'on a aimé. Ah oui. Et oui. Alors, Ellie nous a envoyé un message quand même sur le corbeau. Il tenait à dire un truc dessus. Vive la France. Je suis fier de nous. Voilà, on a pu parler d'un film tourné pendant l'occupation sans faire d'accent allemand. Donc je suis assez fier de nous. Il n'est pas trop tard. Oui, mais l'émission n'est pas finie. L'année prochaine, on pourra faire un... J'allais le dire avec l'accent, mais je me suis retenue. L'année prochaine, la semaine prochaine. Ya, schlaf. Ya. Et voilà. Allez, on a rempli tout là, c'est bon. Ça y est, on sort tous les clichés. Et des charges remplis. Voilà. Bon. Bien. Bon, un film qu'on a adoré. Et donc, du coup, c'est dur de parler sur les films qu'on a adorés. Du coup, j'espère que vous ferez court sur les recos, parce que les recos, en principe, on adore. On va voir si vous relevez le défi. Welcome to the Love Box. Oh. Oui, les recos, welcome to the Love Box. Qu'est-ce que... vos petites recos pour finir tranquillement l'émission et tranquillement la semaine. Qu'est-ce que vous nous recommandez en plus des 3 films que nous avons vus aujourd'hui? Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot sur la Cinétech, bien sûr. The Wave de Gilles Clabine sur Prime Video and Outbuster. Et Love and Monsters sur Netflix. Qu'est-ce que vous nous recommandez à côté de ça, chers amis?
honneur à l'invité, je me tourne vers toi, Maxime. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Moi, c'est pas très compliqué. On fait aussi des recommandations à la troisième rangée que je ne recommande pas. Attention, ne voyez pas une publicité mal placée. Mais je vais utiliser la même méthode, c'est-à-dire que je lis un livre tous les 15 du mois, tous les 36 du mois, c'est ça la vraie expression, sinon ça ne marche pas. Du coup, pour paraître intelligent, je choisis le livre que je viens de lire. Et mon choix se porte donc vers Combat et métamorphose d'une femme, le dernier livre d'Édouard Louis, son 5e, peu importe. Édouard Louis, c'est du coup ce romancier qui avait commencé avec En finir avec Eddie Bellegueule, qui était un livre qui avait été adapté au cinéma notamment, et maintenant ses œuvres sont beaucoup adaptées au théâtre, pardon. Et là, Combat et métamorphose d'une femme, ça parle de la relation qu'il a eue avec sa mère et de leur rencontre pendant leur séparation, en gros. C'est-à-dire que finalement, ils ont fini par apprendre à s'aimer quand ils ont été séparés, quand lui est parti faire ses études. Édouard Louis, à chaque fois, c'est des discours de voyage de classe, principalement. Quand je dis voyage de classe, je parle pas de classe verte, mais plutôt de classe sociale. Il va raconter comment, en entrant dans le monde de la bourgeoisie qui lui était pas prédestiné, comment il va se retourner de plus en plus vers son passé, donc ses parents. En gros, tous ces livres ont parlé de son enfance, le précédent était de son père. Celui-là est pour sa mère. C'est un livre que j'ai trouvé très touchant. Bien que les habitués d'Édouard Louis y verront une espèce de ressassé de choses qu'il a déjà un peu abordées. Mais si vous ne connaissez pas, en fait, je pense qu'on peut entrer dans l'œuvre d'Édouard Louis par chacun de ses livres. Et si vous avez une histoire avec votre maman qui devait être une histoire un peu houleuse, ou pas d'ailleurs, je pense que vous pouvez vous reconnaître dans ce livre. En fait, quiconque a une maman, c'est pas le cas de tout le monde, l'air de rien, peut se reconnaître dans ce livre. Et maintenant que j'ai plombé l'ambiance, je vous laisse la main. Sniffu, Jess. Mais en vrai, c'est pas si triste. Oh, c'est pas si triste. Bon, quelqu'un qui va nous redonner le sourire, Jess. Oui, alors moi je vais vous recommander un jeu vidéo que j'ai découvert avant-hier et que je trouve actuellement, je suis en train d'y jouer, juste génial. Ça s'appelle It Takes Two. Et c'est un petit jeu un peu plateforme, un peu à l'ancienne. C'est vraiment de la coop avec écran scindé pour le coup en vertical et non pas à l'horizontale. Et on va, en gros, pour vous pitcher un petit peu l'histoire, c'est une petite fille dont les parents viennent de lui annoncer qu'ils vont divorcer, qui s'empresse de partir dans sa chambre prendre ses 2 poupées qu'elle a fabriquées, qui sont à l'effigie de ses parents d'ailleurs. Elle va se cacher un peu dans son refuge. Là, elle pleure et elle demande à ce que ses parents s'aiment encore. Elle verse une larme sur chacune des poupées et ses parents se retrouvent en fait métamorphosés dans ces poupées et doivent évidemment retrouver leur fille pour essayer de briser le sort. Et donc tout va jouer sur l'enjeu évidemment de reconstruire ce couple et évidemment de la coopération qui va avec pour que ça fonctionne et de la communication. Et ça donne des bonnes grosses parties de fou rire. C'est hyper bien animé, il y a des petits jeux au milieu qui sont très drôles. Que vous soyez un couple ou pas, juste même avec vos amis, colocs, frères et sœurs, j'en sais rien, mais franchement ça vaut le détour. Il est actuellement sur le PlayStation Store, il est un petit peu cher pour l'instant, je pense qu'il va baisser parce que ça fait pas très très longtemps qu'il est sorti. Mais vraiment, je vous recommande It Takes Two. C'est un vrai petit plaisir à partager du coup. Oui, d'ailleurs, c'est un film non, c'est pas un film, c'est un jeu vidéo de Joseph Fares qui avait aussi conçu... Et A Way Out, oui. A Way Out et Brothers, A Tale of Two Sons, donc c'est un spécialiste du jeu coop à 2. Voilà. C'est ça. Qui d'ailleurs sont des jeux... Ouais, il adore ces concepts-là, donc il va un peu plus loin, c'est sa spécialité, donc ouais. Allez, vous pouvez y aller. Pour le coup, c'est une réussite. Bien. Léo, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Oui,
Et ben moi je vais continuer à recommander des films du bif parce que je n'ai fait que regarder ça pendant 10 jours. Après, alors voilà, le bif, ne pas confondre avec le pif dont on a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure on parlait du Paris éternel, avec le voilà. tif, Mais c'est pas d'ailleurs. loin, mais pas loin. Donc là tu nous parles du bif, c'est Bruxelles, c'est ça? International Fantastic Film Festival. Exactement. Et du coup, une petite rareté anglaise bien rigolote, donc un documentaire, le documentaire Alien on Stage de Lucy Harvey et Daniel Comer. Donc les deux réalisatrices ont décidé de suivre une petite troupe de théâtre composée de conducteurs et conductrices de bus qui ont eu la très bonne idée d'adapter le film Alien sur scène si, absolument. En le faisant en mode pantomime, donc plutôt rigolo. Donc c'est absolument génial, on voit un petit peu tout le processus, donc ils partent vraiment de rien. Ils sont fauchés, ils font ça pour récolter un petit peu des fonds pour une asso, donc c'est vraiment le truc bric-à-brac, mais c'est au final tellement bien fait et fait par des passionnés, donc déjà des passionnés du film, de deux des passionnés du cinéma et des effets spéciaux, et ils essaient réellement de faire la créature comme il faut. Ils regardent des tutos, ils demandent à tonton truc, grand-père machin d'aider pour faire plein de choses, et c'est juste un plaisir à regarder de voir ces gens totalement passionnés, et le résultat est très bon. On voit quelques extraits, parce qu'au final, une salle de théâtre du West End à Londres a été intéressée à une vente du projet et a décidé de les inviter pour une date. Ils ont fait complet très très vite, et du coup, depuis, ils recommencent tous les ans à avoir une date dans cette salle londonienne, et c'est tellement, alors à la fois tellement british, et j'adore ça, ce côté, cette nonchalance, et on va faire un truc bizarre mais c'est pas grave, on s'en fiche, et d'un autre côté cet amour du cinéma et de la représentation et du théâtre, et juste cette envie de faire quelque chose, ça m'a passionnée, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Et une fois n'est pas coutume, l'ayant vu également puisque j'ai suivi avec Léo le bif, je suis totalement d'accord avec elle. Chouette. Ça donne envie. Ça donne il est trop envie. cool. Ça donne en plus envie d'aller le voir à Londres. Et oui, c'est ce que je n'arrête pas de me dire, il faut aller le voir à Londres. Déjà qu'on doit aller voir l'île de Mormont, on peut faire les deux. Bah voilà. Mais totalement. Allez, quelqu'un qu'on adore aussi, Thierry, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Ça, c'est tellement une petite pique en mode, s'il te plaît Thierry, fais pas de Rocco. On t'aime. Pas d'Outbuster. Change de disque. On a déjà parlé d'Outbuster. J'en avais trouvé une d'Outbuster. On a déjà parlé d'Outbuster là. Bah oui, mais justement, pour une fois, du coup, j'étais à propos, tu vois. Je pas regardé grand chose d'autre en même temps. Bon, ben vas-y. Oh. Fais-toi plaisir. Mais ouais, mais on va parler de trucs sympas aussi. On va parler d'un monstre aussi, tu vois, je veux dire. Mais un monstre bien humain pour le coup. On va parler de Eddie. Et Eddie, sa particularité, c'est que c'est un cannibale somnambule. Donc ça s'appelle Eddie the Sleepwalking Cannibal de Boris Rodriguez. C'est un film canadien, donc qui est disponible sur Outbuster. C'est le petit frère de Teddy. C'est ça. Ouais, alors plus graphique, tu vois, le petit frère qui a clairement les dents sales là, hein, parce que Teddy encore, on voit pas trop son visage, il est mignon, tu vois. Et donc en gros l'histoire, donc c'est l'histoire de Lars, qui est un peintre danois en fait, qui est assez reconnu dans les milieux de niche, mais qui peine à trouver l'inspiration. Donc du coup on lui propose de devenir prof, hein, comme beaucoup d'artistes qui ont plus grand chose à faire, et il se retrouve au fond du Canada, dans une école, et en gros il est pas trop apprécié déjà là-bas, il a un peu de mal à faire sa place, et on lui propose d'héberger Eddie, donc qui est un élève adulte qui est muet et avec un retard. Donc voilà, il est totalement dans sa bulle, dans son monde, il fait ses petits dessins, et vu que la tata d'Eddie était la mécène de l'école, en gros, dans son testament, elle a dit, tant que vous vous occupez du petit, on maintient l'école à flot. Donc Lars le prend et se rend compte que quand il est contrarié, Eddie du coup devient somnambule et qui tue des petits animaux ou des gens, voilà, selon ce qui se passe. Et du coup, en fait, en voyant les actes mortuaires d'Eddie, Lars retrouve l'inspiration. Donc on est face à une créature de Frankenstein, et qu'est-ce que je dois faire au nom de mon art? Est-ce que réellement je suis prêt à ce que cette personne tue d'autres personnes pour que ça m'inspire? Alors c'est une comédie noire, très très noire. Il n'y a quasiment pas un seul personnage appréciable là-dedans, à part ce pauvre Eddie, mais vu qu'il s'exprime pas beaucoup, on sait pas trop quoi faire de lui. Et voilà, c'est très 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 cynique, et j'ai beaucoup apprécié. C'est très court, ça fait une petite heure 20,
Voilà, je le vends pas bien là, j'ai l'impression, mais c'est très très fun, hein, vraiment, si vous avez l'occasion. Je vous jure, c'est fun, allez voir. Non, c'est fun et à la fois, il y a des moments où vraiment t'as envie d'éclater ton écran en mode mais je déteste ces personnages. C'est pas possible d'être aussi connard et aussi détestable. Non, mais de toute façon, une semaine sur deux, Thierry défonce les recos de quelqu'un. Pour une fois, ça tombe sur lui. Voilà. C'est vrai, je défonce ma propre reco en mode en fait, je la vends mal. Toi, moi, j'ai été sage, j'ai regardé ta reco de la semaine dernière. C'est quoi ma reco de la semaine dernière? Tu vois, il s'en fout. C'était quoi? Mais je sais pas, d'habitude c'est Merwan qui me les pique, moi à force je suis perdu. Eh ben dis-le, on veut savoir. Eh ben non. Jess, c'était quoi ma reco de la semaine dernière? C'était The Frame. Ah oui, t'as bien aimé? Ouais. Ah bah comme quoi, voilà. Je ne m'arrête que là, mais ouais. Eh bah tu peux mater du coup Eddie the Sleepwalking Cannibal et on verra si je suis toujours de bonne reco. Bon, alors, moi, je vais recommander un truc. Alors, je vais vous recommander Chunking Express, parce que c'est vachement bien. Merde, ça s'est vu. J'ai voulu faire une Marwan. Bon, tant pis. Ça marche pas. Il faut son, tu sais, le ton un peu ingénu qu'il arrive à mettre quand clairement il est en train de nous dire je me fous de votre gueule. Ouais, c'est Marwan, c'était voilà, alors pour Maxime, Marwan est un chroniqueur qui nous a coup sur coup recyclé 2 recos sur les émissions. Yes. Mais bon, ça reste bon enfant. Bon voilà, écoutez, écoute, t'as pu utiliser Outbuster, voilà. Moi j'utilise mon Joker Netflix, voilà. Un Joker oui, je connais. Plus ou moins prestigieux selon les points de vue. Ça dépend. Alors j'hésitais entre 2 trucs, entre un film moyen et une série sympa, donc ça sera la série sympa. Ça commence bien ta reco. À peu près tout ce qu'il y a sur Netflix, quoi, c'est ça. Je vais recommander un film moyen. Ouais, trop bien. Ah non, alors, j'ai dit qu'une seule, donc je ne dirai pas quel est ce film moyen. Donc déjà, ça vous laisse 90% du catalogue de Netflix à peu près. On le cherche pour la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai, 40% parce qu'il y a 60% de trucs bien nuls. Mais bon, non, c'est une série animée de 2020. Donc du coup, c'est pas très très récent, mais voilà, en ce moment je suis dessus et ça me plaît beaucoup. C'est de l'animé japonais. C'est Great Pretender. Une série d'escrocs, c'est des mecs qui font des casques, qui font des escroqueries. Et donc, alors on suit évidemment le héros est un cliché de héros de série japonaise, hein, bien sûr. Mais bon, ça, à la limite, on a l'habitude. Mais après, voilà, il y a une équipe, il y a un Français, bien sûr, parce que quand on parle d'escroquerie, il y a un Français, toujours. Et il a une équipe internationale. Un Français qui... C'est ça, un Français qui court les femmes, évidemment. Est-ce qu'il a une moustache? Ah non, il a pas de moustache. Et il est blond d'ailleurs. Est-ce qu'il est joué par Omar Sy? Non. On ne va pas jusque là. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup les décors, le style des décors que j'aime bien. Certes, alors on n'échappe pas à quelques clichés de ce genre de série. Des fois c'est un peu gnangnan, des fois on a tendance à recycler quelques scènes, parce qu'en animation, faire des plans, dessiner des plans, ça prend du temps et ça coûte un peu de l'argent. Donc oui, ça, on a tendance à recycler quelques scènes de temps en temps, à reprendre un début pour le mettre, reprendre une fin d'épisode pour la mettre au début, pour un rappel d'épisode, ce genre de truc. Mais en dehors de ça, il y a une ambiance sympa. Il y a ce que j'aime bien, c'est que on est sur un mix. C'est pas l'arnaque de la semaine. C'est une arnaque va faire quelques épisodes, mais c'est pas la fin de la saison pour autant. C'est-à-dire que en fait, c'est des mini-séries qui font une saison avec ces personnages-là. Et j'aime bien le kiff, le mood, et c'est bien de pas trop se prendre la tête non plus. Donc j'aime beaucoup Great Pretender. Et en plus, il y a Freddie Mercury qui chante à la fin. Ah, j'allais poser la question. Voilà, avec un chat qui danse pendant le générique de fin. Donc rien que pour le générique de fin. C'est pas vrai. Rien que pour le générique de fin. Rien que pour le générique de fin, il faut voir voilà, comme beaucoup de séries d'ailleurs, mais là un peu plus quand même. Et là, ma copine fait oui, parce que je le regarde avec ma copine. Voilà. Notamment pour le chat. Bon. C'est ce qui la convainc de supporter l'épisode. Ça peut pas forcément dire que c'est bien là, du coup. Ah non. J'aime beaucoup aussi la série. Non. Bien. C'était donc une magnifique semaine avec un épisode court, dis donc 1h30 d'enregistrement. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça. C'est quand on aime bien les choses, on n'a pas tant de choses à dire que ça. L'efficacité. C'est ça. Alors que la semaine dernière, on parlait de Madame Claude. On a passé 1 heure rien que sur ce film-là. L'enfer, oui.
Ah là 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 là, mais non, on vous a parlé d'un film génialissime et de 2 autres films pas si mal que ça. Le Corbeau, Love and Monsters et The Wave 2019, parce qu'il y a plusieurs The Waves. Bon, évidemment, le chapitrage, tout ça. On remercie. Évidemment, il n'y avait pas Yassa pour regarder Sud 2015. Mais oui, c'est tellement dommage. Oui, on y a pensé tellement fort. Il n'y a pas aussi le film allemand de 2005. Il y a aussi le film allemand, La Vague, bien sûr, ouais. Mais oui, j'y ai pensé aussi. Ouais. Oui. Voilà. Bon, alors merci à toute l'équipe. 2008. C'est ça. Merci, chers auditeurs. Et merci, cher invité. Merci, Maxime. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Encore une fois, un plaisir de me faire inviter dans ma chambre. C'est assez rare en ce moment. C'est ça. On n'est jamais mieux reçu que chez soi-même. Ouais, c'est une bonne expression par les temps qui courent. C'est ça. Et Maxime, où peut-on te retrouver après l'émission ? Écoutez, du coup chez moi là actuellement, mais sinon sur les... comme diraient les youtubeurs sur ma chaîne, mais j'ai pas de chaîne YouTube, donc alors finalement peut-être plus sur Instagram, Twitter, tout ça, je sais même pas quelles sont mes hâtes, mais j'imagine que si vous cherchez Maxime Sabin comme un sapin mais avec un B, vous finirez par tomber sur moi. Et attention, ne confondez pas sur Google avec le champion de karting, ce n'est pas moi. Sachez que j'ai un homonyme champion de karting. Voilà. T'aurais pu nous faire croire ça, hein. Je veux dire, c'était pas interdit, on t'en aurait pas voulu. Hein. Oui, mais il a un physique qui me déplaît. Donc, je voulais pas être associé à ça. Peux pas tout il avoir, est tout petit comme un pilote de karting, c'est ça ? Non, mais petit et surtout, léger. il est plus jeune que moi. Ah, oui. Et finalement, j'acquiers de la sagesse avec l'âge, alors j'essaie d'en profiter. C'est ça. Tu as un physique sage, on va dire. Exactement, j'ai un physique de radio sage. Et on peut t'entendre aussi dans la 3e rangée. Et on peut m'entendre dans la 3e rangée qui reprendra, Roselyne Bachelot nous dira quand on reprendra, parce que pour le coup, nous, on a décidé que ça ne reprendrait que si les salles réouvraient, puisque quand même, on avait tout misé sur le fait de choisir un titre en rapport avec la salle de cinéma. Du coup, on trouvait que c'était un peu compliqué de parler des films autrement, et puis surtout, qu'on se le dise, on avait un peu la flemme. Et puis dans le salon, la 3e rangée, ça fait derrière le mur, quoi. Exactement, c'est surtout dans les appartements parisiens qu'on occupe. Quand il y a des salons. Et quand il y a ou dans la chambre, salons, oui. Ça fait la cuisine, du coup. Ouais, voilà, ça devient un bordel. Franchement, on n'est pas agent immobilier. On veut te mettre en contact avec Stéphane Plaza. Et que j'ai déjà rencontré sur un tournage. J'ai pas d'adjectif pour le qualifier. Voilà. Net vendeur. Il est net vendeur, absolument. Il est clairement net vendeur. Merci également à toute l'équipe. Merci Jess, Léo et Thierry. Merci. Merci à toi. Merci. Tu nous fais d'une traite, t'as vraiment réussi dans l'émission, toi. Hein. C'est ça, on a fait une émission plus courte que d'habitude, il prend même pas le temps de nous dire merci à chacun. Non mais c'est ça, j'essaye de battre un record, là. Je suis au taquet, là, je suis en speedrun là, ce soir sur l'émission. Là j'ai du vert sur l'écran, je comprends pas. Non, évidemment, bien sûr. Non mais à chaque fois c'est « Ah oui, merci », et puis après on arrive à Thierry qui fait... Qui hésite à faire, je sais pas quoi dire cette fois, mais bon, du coup, merci. Et ça va, je t'ai fait un salut connard à l'entrée, je vais peut-être pas non plus être désagréable tout le temps. Oui, les auditeurs n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe hors antenne. C'était à l'antenne. Après, si tu décides de l'enlever, je leur dis, comme ça, au moins, c'est réglé. À la fin et au début. Magnifique. Du coup, j'aurais peut-être un peu de temps pour m'occuper de mettre en ligne l'émission, le direct de la semaine dernière de Discord sur les pods, où d'ailleurs Thierry est passé faire un petit coucou avec Yassa, d'ailleurs aussi. Je croyais que t'allais me dire, ou alors Thierry va le mettre en ligne et le monter. Oui, pourquoi pas, mais ça va pas avoir... Tu peux le mettre en ligne et le monter, tu peux t'amuser, je peux t'envoyer les liens, tu vas te régaler. Je vais mettre des samples partout et tout, enfin, faudrait là que j'en trouve. Mais... T'inquiète, ça peut se trouver. Ah oui, ça se trouve. Ah là. Donc j'ai dit merci l'équipe, merci les invités, enfin l'invité, mais il parlait pour plusieurs, tellement il était prestigieux et brillant, bien sûr. Tu perds tes mots pendant la flatterie, hein, c'est ça, j'ai pas l'habitude de flatter les gens. Non mais c'est comme les films, tu sais, les gens c'est comme les films, tu vois, c'est facile à insulter, mais dès qu'on pense du bien des gens, on trouve plus les mots. Et ben tiens, je vais finir en mode speedrun, et donc je vous remercie. Merci aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver
sur toutes les bonnes applications de podcast et même sur Amazon Music, qui pour l'instant n'est pas encore une bonne application de podcast, mais peut-être qu'elle le deviendra un jour. En tout cas, elle nous a dessus, ce qui fait qu'elle s'améliore. De jour en jour. Elle sera peut-être même éthique la semaine prochaine, t'imagines? Ou alors la semaine prochaine, je crois pas qu'elle soit éthique, hein, mais ça, c'est... Je ne crois pas. Vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne YouTube, voilà, parce que voilà, c'est incroyable. C'est pas une chaîne podcast, donc on le dit aussi. Et sur les réseaux sociaux, bien sûr, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, CLAAC podcast, pendant que Jess est en train de raboter sa table. Ouais, désolé. Excuse-moi. Problème de chargeur. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, laissez un petit mot, dites-nous ce que vous avez pensé des épisodes. Vous pouvez aussi partager, parlez-en autour de vous, parce que finalement, la meilleure moyen de nous soutenir, c'est aussi d'en parler autour de vous et de dire tout le bien que vous pensez de nous. Voilà, parce que je sais que c'est difficile de parler des podcasts qu'on aime bien, mais parler de claques, dites que c'est bien, rien que ça suffira. Ouais, c'est super cool. Et la troisième rangée aussi, quand ils reprendront aussi. Avec plaisir. On ne sait pas pour quand, mais n'hésitez pas à en parler. Donc en attendant, écoutez claques, voilà. Exactement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour encore des super films, avec encore un ou une nouvelle invitée. Super badass et super cool. Oui. Et en attendant, on vous fait plein de gros bisous. Bisous. Merci. T'as l'unisson, Léo, t'as vu? Oui, c'était beau. C'était beau. Magnifique. Non. Et il faut l'exporter comment? En WAV? Alors, si possible en WAV, ouais. Si en possible, WAV. en WAV. Eh ben en WAV. Voilà. Je te l'envoie tout de suite. Tu me Nous l'envoies. l'envoie. Voilà. Avec un petit lien ici, si tu veux. Ouais. Sinon, je peux envoyer l'adresse. J'ai vu que c'était la méthode. Je vais l'appliquer. Voilà. Merci en tout cas pour votre invitation. C'était sympathique. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de film et que j'avais pas essayé de faire preuve de mauvaise foi. Ça change. Ben non, parce que comme on n'est pas d'accord les uns avec les autres, du coup, il n'y a pas besoin trop de mauvaise foi pour C'est vrai. les rôles, donc ça va. Moi aussi, j'aurais dû faire le mec, putain, mais le corbeau, quand même, ça manque un peu de couleur. Non, t'aurais pas Ça cru. manque un petit peu de couleur, hein, quand même. Franchement, ouais. Puis la VO, était pas terrible. Puis les voix, elles n'étaient pas synchro des fois. Hein. Les voix, elles étaient pas synchro. Ça me fait penser, j'ai oublié de dire un des trucs que j'ai apprécié dans la série, c'est que pour une fois, d'habitude, on râle sur les voix internationales quand il y a des étrangers qui essayent de faire des Français, souvent ils prennent un Anglais qui parle français avec un accent merdique. Et là, pour une fois, c'est une des premières séries que j'ai vues. D'ailleurs, c'est peut-être la première série que j'ai vue où le personnage, quand il parle japonais, il est doublé par un japonais. Et puis quand il parle français, il est doublé par un français. Ça n'a l'air de rien, mais du coup, il parle sans accent, il parle naturellement, et je me dis, mais merde, mais il parle bien. Et rien que ça, j'étais sur le cul. Et les Français sont doublés par des Français. Et les Anglais sont doublés par des Anglais. Et c'est du coup, ou des Américains. Et je trouvais ça incroyable. Parce que c'est super rare. Bah, Ça vous laisse sur le cul. non, Bon. bah oui, non, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord, même dans les séries, quand tu as des Français qui parlent et que tu te rends compte qu'ils sont pas du tout français, à chaque fois, ça m'énerve un petit peu. C'est ce qu'on avait dans Space Sweeper, par exemple, où il y a 3 personnages francophones, et celui qui a le plus de lignes de dialogue, c'est celui qui ne sait pas parler français. Alors qu'il y en a un qui est figurant, je crois qu'il a une ligne, et tu sens. Et lui, il n'a pas d'accent, ou alors il a un accent régional éventuellement, mais et on se dit, mais pourquoi c'est pas lui qui a fait le rôle? Pourquoi? Parce que, voilà. Parce que la vie est une pute, Thomas. C'est ça. C'est ça. Et elle n'a pas décidé de t'épargner. Oh non, oh non, oh non. Et elle est beaucoup trop chère pour moi. Oh mon Dieu, un message. Oui.